à la Compagnie des mots, à tout le monde. Moi, je remercie la nouvelle présidente que je connais bien, pour ses paroles. Et puis, on va commencer la soirée, puisque la grande invitée, c'est Ludivine Ribeiro, par la présenter. On dit qu'on ne présente plus Ludivine Ribeiro, mais parce que beaucoup de gens la connaissent. Elle a, au fond, fait toute sa carrière ou une bonne partie de sa carrière dans le journalisme, dans les journaux dits féminins, où elle a beaucoup écrit. Elle a écrit aussi dans le Nouveau Quotidien. Elle a tenu une rubrique dans Le Temps. Et puis, elle a fondé un journal en 2000, un magazine qui a eu une certaine importance, je trouve, à l'époque, et qui était vraiment d'une très belle facture, une très belle idée, qui était Edelweiss. Elle a été rédactrice en chef du projet pendant plusieurs années. Et puis ensuite, le magazine a été confié à d'autres personnes. Mais au fond, ce projet m'a paru tout à fait intéressant et important. Et puis, l'autre versant, évidemment, de Ludivine, que je vais peut-être me permettre de tutoyer parce que je la connais déjà depuis quand même quelques temps, c'est bien sûr l'écriture. Ludivine a publié 2 livres, mettons relativement espacés dans le temps. Un premier livre qui est un roman, paru chez Jean-Claude Lattès, et qui s'appelle Le Même Ciel. Très beau roman, un roman qu'on pourrait dire d'ambiance et chorale, qui rassemble plusieurs personnages, 6 personnages je crois, et chaque personnage a son chapitre, intervient à tour de rôle. Ça se passe au soleil, au bord de la mer, au bord d'une piscine. C'est un très beau roman. Et puis l'autre livre qui n'est pas un roman véritablement, qui est plus une évocation, un portrait en absence, qui est Ma mère en toutes choses, publié par les éditions Arléa l'année dernière. Et bon, on aura l'occasion évidemment d'en parler plus longuement tout à l'heure. Alors juste 2 mots sur ce premier roman. D'abord, je voulais t'interroger au fond sur qui s'appelle Le Même Ciel, sur le projet, sur ce que tu voulais faire, ce que tu as voulu raconter dans ce livre. Le Même Ciel, c'est un peu difficile à résumer, comme tu l'as dit. C'est 6 personnages sous le même ciel, dit le titre, au cours d'un même été, et le frôlement de leur vie parallèle, qui n'ont parfois rien à voir et qui parfois s'entrecroisent. Un des 6 personnages est un chien, qui pense, qui parle presque. Et donc au cours de cet été, au cours d'une fête, une nuit, il fait très chaud, une jeune femme blonde disparaît. Et c'est un peu aussi les répercussions de cette disparition sur les différents personnages. Et le mystère dont je ne vais pas vous en dire plus, vous ne l'avez pas lu. C'est un roman, comme je disais, un roman d'ambiance très différent du deuxième. Ce qui m'avait frappé, c'était vraiment l'écriture, la qualité de l'écriture. C'est une écriture très précise et très sensuelle aussi. Un très beau livre. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus, quand même, des personnages, de Lupo, de Tessa, de Lynn, de Niels, de Tom, puisqu'ils interviennent au fond à tour de rôle dans le livre. Alors Niels et Tessa, c'est un couple qui vit là-bas, je ne dirais pas pourquoi non plus, parce que ça fait partie du mystère, mais enfin qui sont là-bas et qui s'étourdissent en organisant des fêtes dans leur belle maison, dans la chaleur, dans la nuit. Et ils ont 2 enfants, Lynn qui est une adolescente et Tom qui est un petit garçon, qui pose sans arrêt des questions. Surtout des questions sur les animaux, mais pas seulement, il a en stock des milliards de questions.
Et puis leur voisin, c'est Lupo, c'est un homme un peu étrange, qui a un groupe de chiens, qui s'appelle Avocado Shrimp, c'est le personnage de chien. Et qui s'appelle comme ça parce qu'il a été trouvé dans un cajot où on transportait des avocats. Alors, non, alors pour faire un peu la transition, j'aimerais lire juste le début, mais vraiment le début, les premières lignes du même ciel, parce qu'il y a justement ce mot ciel qui va revenir assez souvent et qui, semble-t-il, est une de tes obsessions. Alors, c'est vraiment les premières lignes, hein, c'était ça qui parle. À cette heure de l'après-midi, le paysage est lavé de toutes couleurs, ciel et eau, fondus, en un même éblouissement. Et puis si on a la curiosité de prendre le dernier livre, et tout à la fin, la dernière phrase, non pas la première, elle est au ciel, dit-on aux enfants, c'est faux, car elle est le ciel. Alors, j'aimerais t'interroger sur ce ciel quand même. À un autre moment dans le livre, tu dis, j'ai pas besoin de regarder le ciel, il suffit de regarder les yeux bleus de ma mère. Oui. Et là, je suis au ciel. Alors bon, explique-nous ça. Je suis bien embêtée pour expliquer parce que je ne l'ai pas fait exprès. Je l'ai remarqué aussi quand le livre est sorti qu'il y avait le ciel à la fin de mon deuxième livre. Donc oui, ça devait être un peu une obsession. Je ne sais pas, mais dans le livre, je parle effectivement de ma mère qui n'est plus là et qui avait les yeux très bleus. J'ai dit que la chance d'avoir une mère aux yeux bleus, c'est qu'il suffit de lever les yeux vers le ciel pour voir ses yeux. Le ciel revient assez souvent, évidemment. Hein. Dans le premier roman, qui est un roman le premier livre qui est un roman d'atmosphère, ce qui m'avait frappé, c'était que bon, l'atmosphère est très estivale au début, très festive, etc. Mais on sent quand même que quelque chose va se passer, on sent quand même que c'est pas aussi simple que ça. Oui, il y a une menace. Voilà, ouais. Voilà. Tout à fait. Ah ben, je suis content que tu sois d'accord avec moi. Alors, maintenant, on va avoir la chance d'écouter Vincent pour un premier extrait, il y en aura 3, de ce livre. C'est le tout début. Hein. Rien n'a changé. Dans la pinède lustrée par la nuit marine, le jour se lève doré comme en plein été, frislis d'aiguilles, parfum de brioche tiède, flaques de lumière où bronzent déjà les lézards, puis, au bas des marches, derrière les pittosporums, la plage nue du petit matin, parasol fermé, clapotis d'écume, cailloux baignés d'eau nocturne luisant sur le sable froid. Ma mère est morte et la splendeur du monde est intacte. J'espérais trouver un apaisement dans ce lieu qui garde la trace de nos étés, mon enfance, sa jeunesse, les coquillages, les châteaux, d'une vie simple et bleue et baignée de soleil, mais ici comme ailleurs, il n'y a plus que le vide. Où est-elle ? Je scrute le ciel, j'entends sa voix, le klaxon joyeux de sa Clio rouge, je la vois partout dans les rues, dansante et blonde, bouffée de bonheur, mais ce n'est jamais elle. Jamais ses bras qui me consolent, et même si elle m'envoie des signes pour que je sois moins triste, des labradors jaunes, des crépuscules écarlates, une feuille en forme de cœur sur le seuil du bungalow, jamais elle ne revient et je m'enfonce dans le noir. Comment c'est possible ? Moi, toute seule et toute petite ici, et toi, je ne sais où. Je n'arrive pas à croire que c'est arrivé. Ma mère du monde effacé. Et soudain, je l'aperçois déboulant sur la plage par une brèche du maquis. Elle marche très vite dans sa robe mauve, un cornet de glace dans chaque main, pistache, amarena, son sourire ravi,
celui du chat qui a mangé le canari, dirait-elle. Elle se dépêche, flap, 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 font ses tongs sur le muret de pierre, ça fond, ça coule sur ses doigts, et j'ai envie de hurler, de me laisser engloutir par les vagues pour finir dans le ventre des poissons. Qu'une personne qui a existé subitement n'existe plus, n'existera jamais plus. Comment vivre avec ça? Ces mots définitifs depuis peu, jamais, toujours, désormais, nulle part. Une terreur inconnue se superpose au chagrin. La peur panique que s'efface jusqu'à son souvenir et qu'il n'en reste rien, dissoute, évaporée, poussière redevenue. Rassemblez d'elle les morceaux épars, vite, avant qu'il ne soit trop tard. Cette urgence m'obsède. À mon retour dans cette maison où elle n'est pas non plus, où tout est aussi désert qu'une plage d'automne, mes yeux se posent sur un compotier en cristal jaune pâle qu'elle m'a offert un après-midi de soleil, je m'en souviens très bien, ses cheveux de la même couleur dans la lumière qui les traverse, les feuilles tendres des arbres, en ce temps où elle pouvait débarquer à tout moment avec sa voiture rouge, un bouquet de fleurs et ses ballerines dorées. C'est à cet instant que naît l'idée puérile de faire l'inventaire des objets qui me viennent d'elle, comme autant de preuves de sa présence encore. Et c'est un soulagement inattendu de constater qu'eux sont toujours là, que je peux les toucher, les respirer, leur parler si je veux, qu'à la manière des cailloux blancs disséminés dans les pièces, par mille chemins, ils me ramènent à elle. Alors, je fouille, je photographie, j'imprime, la matière combat le vide, et mon environnement se révèle sous un jour nouveau, riche en surprises, en découvertes, en émotions, le passé tissé en toutes choses. Regarde autour de toi, je me répète, elle est partout. Je suis loin d'imaginer tout ce que peut contenir un objet, les souvenirs enfouis, les bonheurs oubliés, les blessures et les secrets qui peuvent en jaillir. J'essaie juste de trouver une réponse à la question qui me tourmente. Quand on perd sa mère, qu'est-ce qu'il reste? Qu'est-ce qu'il reste? Oui, bravo. Avec la voix et le talent de Vincent, on se rend compte de la musicalité de la langue. Et puis ça se termine sur... C'est le premier chapitre du livre, c'est pratiquement une préface, hein, parce que déjà tous les éléments au fond du livre sont présents. Et puis ça tourne sur cette question, qu'est-ce qu'il reste? Qu'est-ce qu'il reste en effet d'une personne disparue? Qu'est-ce qu'il reste de quelqu'un? Qu'est-ce qu'il reste d'une situation? C'est la question centrale de la littérature aussi, à mon avis. Hein. La littérature a toujours à faire avec ce reste-là. On commence à partir de ce reste-là. Est-ce que tu peux nous parler du projet et de l'écriture du livre? En fait, il n'y avait pas vraiment de projet. C'était pas une démarche intellectuelle du tout. C'est né de la panique d'un enfant de 5 ans, moi, qui n'a plus de maman et qui panique. C'était vraiment ça, il n'y avait pas du tout de démarche, je ne pensais même pas en faire un livre. J'essayais juste de tenir debout et de me rassurer comme je pouvais. Et donc ça a commencé par les objets. Donc j'ai pris mon appareil photo et je me suis mise à photographier chaque objet chez moi que ma mère m'avait donné ou dont j'avais hérité. Enfin. Et puis petit à petit, je me suis dit, je vais peut-être écrire quelques lignes pour me souvenir de l'objet, de son histoire. Et puis petit à petit, chaque objet a donné un chapitre, et puis un autre, et un autre. Et soudain, je me suis rendu compte que j'étais en train d'écrire un livre, que je ne pensais pas publier, parce que je ne pensais pas qu'un éditeur pourrait publier quelque chose d'aussi bizarre. Et parce que je ne sais pas très bien à quoi ça ressemble. D'ailleurs, quand je l'ai envoyé aux éditeurs, je ne savais même pas comment le présenter. Ce n'est pas une biographie, ce n'est pas un roman, ce n'est pas un essai. C'est, je ne sais pas, une chose. Un espèce de patchwork de maman, un inventaire des petits morceaux qui restent, une mosaïque, enfin je ne sais pas comment il faut expliquer ce que c'est.
Donc voilà, il n'y avait pas vraiment de projet pour répondre à ta question. D'accord. Tu as commencé à écrire le livre après le décès de ta mère ou après, ou ça a mis un certain temps à décanter et puis après l'écriture est venue? Ça a pris beaucoup de temps parce que j'arrivais pas du tout à m'approcher du sujet de ma mère plus là. C'était quelque chose qui, voilà, j'arrivais pas. Donc au début, j'ai juste pris des fois des petites notes que je mettais dans une boîte ou un tiroir. Et au bout de à peu près 3 ans, j'ai commencé à sortir les boîtes. Il y en avait beaucoup, il y avait plein de petites notes. Et puis j'ai commencé à essayer de trier un peu tout ça. Et ensuite, il m'a fallu encore 7 ans pour l'écrire. Donc le livre est sorti pile pour les 10 ans du décès de ma mère, en fait, par hasard. Donc, je suis très lente. D'où aussi le temps entre les deux livres. Comment est-ce que tu as organisé ces objets, ces chapitres? Il y a un sens particulier ou... Je me suis longtemps perdue. J'ai passé beaucoup de temps à faire des plans avec des post-it, à pas dormir la nuit, à vraiment pas savoir où j'en étais. Et finalement, j'ai essayé de le faire d'une façon chronologique en fait, entre ma naissance, l'enfance, l'adolescence, en espérant que le lecteur s'y perde pas trop. Non, il se perd pas, non. Puis au début, je parlais pas du tout du deuil parce que j'avais pas le courage de m'approcher de ça. Après, je me suis rendu compte que c'était un livre un peu mensonger, vu l'état où j'étais, de faire semblant qu'il y avait juste les objets puis que moi ça allait très bien, que ça allait pas du tout bien. Donc je les ai ajoutés, mais par dose homéopathique. Je me suis dit, je ne vais pas écraser les gens là-dessous. Bon, c'est un livre très différent du premier. Le premier est un roman un peu distancé comme ça. Et là, bon, évidemment, c'est un livre qui parle de l'intime, qui parle de l'autobiographie. Hein. C'est pas un personnage inventé. Tu recomposes le personnage de ta mère de manière, je trouve, admirable, avec toute une série d'angles différents, hein, dont on va parler encore tout à l'heure. Mais justement, comment est-ce que tu peux t'engager, tu t'es engagé dans cette démarche de l'intimité, de l'autobiographie, etc. En fait, si c'était une autobiographie, elle est involontaire. Je n'avais pas du tout ni l'envie ni l'intention de parler de moi. Enfin, comme je suis la mère de ma fille, ben, un petit peu, je me suis retrouvée dans le livre. Mais j'essayais surtout de parler d'elle, et uniquement d'elle. Et le moins possible de moi ou du reste de la famille. Oui, c'est aussi un portrait de toi, hein, indirect évidemment. Indirect, hein. oui. Ouais. Ben oui, en miroir d'une certaine manière. Hein. Oui. Puisque chaque fois, à chaque scène, bon, elle est là, mais tu es là aussi. Oui. Donc, c'est un livre très autobiographique, très intime en fait. Mais ça parle aussi, je pense, de toutes les mères et de toutes les filles, ou les fils, hein, de la relation entre les mères et les enfants, à travers un autre. Une des singularités du livre, c'est que justement le titre, hein, Ma mère en toute chose, il y a le mot chose, et au fond c'est un portrait d'une personne qui n'existe plus, d'une absente, par les objets, hein, et donc par les objets que la mère a achetés, a aimés, a dispersés, etc. Hein. Alors, ça me paraît très original. Et je t'ai demandé justement d'apporter un objet qui figure peut-être dans le livre. Oui, je ne sais pas, moi, je ne sais pas au courant. Photo. Mais tu vas nous en parler. Oui, c'est ça. Ouais. C'est dans le livre, donc c'est le fouet orange qui est dans le livre, je ne sais plus où. Donc je pense que tout le monde en a un. C'est une daté, je pense, des années 70, vu le look. Et j'ai pris cet objet-là parce qu'en fait, ce qui me frappait en écrivant le livre, c'est que souvent les objets les plus simples et les plus sans aucune valeur, en fait, sont les plus chargés émotionnellement. Et donc ce fouet, il a fait des tas et des tas de crêpes, de clafoutis, de flans, de gâteaux, de je sais pas, de toute notre enfance. Et donc je continue à l'utiliser. En même temps, chaque fois que je le prends, j'ai peur de le casser. Donc à un moment, je me suis dit, je ne vais pas l'utiliser, mais en fait, je l'utilise parce que sinon, ça ne veut plus rien dire. Donc il y a aussi là-dedans, je pense, le lien entre les mères et la nourriture. Je trouve que c'est très indissociable.
nos mères, depuis qu'on est né, elles nous nourrissent, et puis voilà, je suis la chair de sa chair, etc. Donc c'est un peu, voilà. Et aussi, il me semble que pour prolonger les personnes qui sont plus là, c'est aussi souvent aussi simple que de continuer de faire une recette de gâteau ou d'utiliser un objet tout simple, et c'est un peu un prolongement comme ça de leur vie. Oui, il a beaucoup servi ce fouet alors. Oui, ça se voit, il a beaucoup servi. Oui, c'est une des particularités du livre aussi, de faire le portrait de cette femme. Et je trouve, j'aime beaucoup ça par l'essence, c'est-à-dire pas vraiment, comme tu le disais aussi, un portrait purement intellectuel, mettons, mental, mais les 5 sens sont, mettons, appelés à collaborer dans le livre. Et il y a bien sûr le sens du goût, avec le fouet, et puis on retrouve, tu as placé dans le livre de nombreuses recettes de desserts. Hein. Oui, il y en a quelques-unes. Alors moi ça m'intéresse particulièrement parce que j'adore le dessert, évidemment. J'en ai pas fait, mais j'en connais quelques-unes de ces recettes. Tu peux nous en parler de ces recettes? Oui. De cette manière, et pourquoi tu les as mises dans le livre? Ben, pour la raison que je viens d'expliquer. En fait, il y en avait beaucoup plus que ça. À la base, le livre, il faisait genre 2 ou 3 fois ce volume-là. Mais évidemment que j'ai dû un peu couper pour que ça tienne dans un volume raisonnable en librairie. Et donc, oui, les recettes aussi, c'était un peu comme tout le livre, en fait. Quelque part, je sème au vent des petites graines de ma maman qui vont atterrir quelque part, et peut-être des gens penseront à elle ou se souviendront d'elle ou ont l'impression de la connaître. Et pareil pour les recettes, il y a peut-être des gens qui vont se mettre à faire ces super recettes de petits biscuits ou gâteaux. Voilà. Oui, c'est un livre, au fond, bon, il y a un souci de totalité dans ton livre aussi. Tu aimerais faire le portrait exhaustif. Voilà, exhaustif de ta mère. Hein, oui. Ce qui est quand même assez gonflé d'une certaine manière, mais bon, ça fait partie du projet. Ça venait surtout du fait que j'ai eu l'impression assez terrifiante quand elle a disparu de rien savoir d'elle. Alors, je ne sais pas si tout le monde a cette impression quand on perd quelqu'un, mais j'ai l'impression, oh mon Dieu, j'ai oublié de demander les choses, je ne sais pas, les histoires de famille, enfin, il n'y avait plus personne pour me répondre. Et j'ai eu peur de moi aussi oublier le peu de choses que je savais. Donc, effectivement, je voulais faire quelque chose d'exhaustif, et dès que j'avais le moindre petit souvenir, une parcelle d'elle, je le mettais dans le livre, en me disant comme ça ne disparaît pas, c'est un livre. Donc, parce que pour moi, je pense quand même, tu disais un peu tout à l'heure, je pense que l'écriture, elle sert à ça avant tout. À empêcher les choses de disparaître. Je pense qu'on n'écrit que pour ça. Tout à fait. Pour fixer ou pour ressusciter ou pour retrouver, je sais pas, une émotion, une saison, un pays, n'importe. Absolument. En tout cas, moi, c'est ce qui me fait écrire. C'est pour ça que c'est un travail de création, hein, de recréation, justement, hein, que tu fais de ta mère. Hein. Alors, on parlait des 5 sens tout à l'heure. Là, c'est le sens du goût qui est extrêmement développé, parce que tu parles souvent tu nous racontes ce qu'elle aimait manger, ce qu'elle aimait préparer. Elle passe pas mal de temps dans sa cuisine, hein, à première vue. J'aimais bien manger les sucreries qu'elle me faisait. Oui, c'est ça. Voilà, oui. Il y a aussi le sens de la vue. Alors là aussi, il y a quelque chose de particulier dans ce livre, c'est que tu as inspiré beaucoup de photos. Oui. Tu peux nous parler de ces photos ou... Oui. Enfin, en fait, en réalité, il y a des photos de tout, mais on ne pouvait évidemment pas les mettre toutes dans le livre. Donc, j'ai photographié absolument tout. Donc, j'ai des centaines de photos de ces objets. Donc, on a choisi en fait les photos qui, en noir et blanc, étaient à peu près parlantes. D'où l'absence du fouet, qui pas grand-chose. Il n'y a pas le fouet, mais il y a les ballerines. Oui, il y a les ballerines. Il y a quelques photos de famille aussi, des photos anciennes, des choses comme ça. Ça aide à visualiser évidemment la chose. Alors dans ces 5 sens, il y a bien sûr le goût, l'odorat, le toucher aussi, la vue avec au fond la vision avec toutes ces photos. Et puis il y a aussi l'évocation des voix, de la voix, hein, avec l'évocation de certaines chansons. Alors je voulais, bon juste, on écoutait une. C'est une surprise. Hein. Ça va être une surprise. Je reconnais. Tu reconnais?
Yo sé que se acabó, mas hoy te pido yo, ¿me quieres escuchar? Porque he de confesar que yo te sigo fiel, como el primer día aquel, que tengo que pasar así mi soledad, soñando, pensando, acordándome de un año de amor, de la orilla del mar, de la hora azul, en la noche estrellar, aunque tal vez haya sido culpable, un año de amor es algo imborrable, un año de amor es algo imborrable. Yo sé que hay alguien más a quien tu amor le das, le has de sonreír como lo hiciste a mí. Y es este sonreír lo que me hace hablarte así. Te odio pero igual te quiero por mi mal. Te quiero, te pido, si algo puedo esperar, un año de amor, a tu lado pasé cualquier error, ya con creces pagué, no solo yo he sido culpable, y un año de amor es algo inmorable, no solo yo he sido culpable, y un año de amor es algo inmorable. C'est une chanson de Mina, Un anno d'amore, hein, qui figure dans le livre, qui est la chanson au fond préférée de ta mère. Là, elle chantait en espagnol. Là, elle chantait en espagnol. Ouais, elle chantait en espagnol. Je la connaissais pas très bien. Mais bon, c'est toute une époque évidemment de la chanson italienne. Je voulais t'interroger là-dessus parce que bon, il y a toute une série de goûts. Elle la voulait en italien, et on est sorti en espagnol. Voilà. Il y a plusieurs versions. On se bat après. Hein. Mais ta mère était au fond une Allemande de la forêt noire, Oui, une blonde aux yeux bleus, c'est ça? c'est ça. Et puis, bon, il y a l'attachement à l'Italie. Comment est-ce que ça se passe tout ça alors? Et ça commence très tôt, je crois, par le voyage de noces en Italie, auquel j'ai un peu participé sous la robe, évidemment. Ensuite, je crois que nos toutes premières vacances bébés, c'était aussi en Italie, à Rosa Pineta, près de Venise. Et puis ensuite, on a continué d'aller en Italie tout le temps. Donc c'est un pays important dans notre famille. Ouais. Des liens assez profonds avec l'Italie. C'est quelle époque cette chanson? Celle-ci? Je sais pas. Les années 60, je pense. Oui, c'est ça, je pense. Ouais. Mina Milva, Domenico Modugno, c'est aussi toutes les chansons de mon enfance, d'une certaine manière, parce que bon, ma mère était italienne et puis on allait aussi évidemment tout le temps, on avait une partie de la famille en Italie, et bon, c'était uniquement ce qu'on écoutait quoi, comme chanson. Hein. Donc c'est vrai que ça rappelle à la fois l'Italie, les vacances, le soleil, le ciel. Hein, il y a toujours, à mon avis, un ciel au-dessus, différent. Hein, et puis, bon, cette mère
allemande d'origine et qui adore au fond ce qui vient de l'Italie, quoi, à chaque fois. Hein. Qui adore tout ce qui vient pas d'Allemagne en fait. C'est un peu son problème. Ouais, c'est ça, tu veux Oui. un peu développer pourquoi elle avait un peu honte de ses origines, Oui, c'est ça? elle cachait, elle était très, voilà, ça lui plaisait pas d'être allemande, elle était très, elle n'y pouvait rien, elle était très honteuse et révoltée de ce qui avait pu se passer pendant la Deuxième Guerre. Et voilà, donc elle aurait pu faire semblant d'être suisse-allemande finalement, parce qu'elle était de la frontière de Bâle, mais non, Ouais. elle était allemande, mais elle n'aimait pas ça. D'accord, d'accord. Ouais. Là, maintenant, on va voir le deuxième extrait de Vincent. La dilatation de l'espace. Je m'attendais au chagrin, au manque, au vide, mais pas à ça. Du jour où elle a disparu, l'espace s'est dilaté. Tout est devenu trop grand. Le ciel surtout, mais aussi les arbres, les nuages, les paysages étirés à l'infini, enflés et mouvants, comme dans un miroir déformant ou un cauchemar. Un sentiment de panique me saisit dès que je marche en terrain dégagé. Les promenades à la campagne ou en bord de mer me terrifient. Même le sol semble me trahir parfois, ondulant sous mes pas, menaçant de m'engloutir. Je me terre, je n'ose en parler à personne. Le ciel prend toute la place et je suis minuscule. J'ai le vertige, je perds pied. Elle a lâché ma main et je tourbillonne sans fin, lâché dans l'univers immense, 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 immense et noir. Je suffoque. Je lutte pour ne pas répéter ces mots à longueur de journée, les premiers sortis de ma bouche à l'annonce de sa mort, avant même les larmes et la douleur. Et ça m'avait sidéré doublement. Était-ce normal, cette panique qui prenait toute la place, me submergeant à la manière de ces vagues qu'on nomme scélérates, ces vagues si hautes, imprévisibles et violentes, qui se forment sans raison, comme jaillies de nulle part? Je me revois en ce radieux matin de septembre, assise sur les marches du porche où j'étais sortie car le portable captait mal, à croire que lui non plus ne voulait pas transmettre la nouvelle que je refusais d'entendre, un tout petit morceau inaudible, hébété, incapable de me relever. Pendant un long moment, je n'ai pu que crier ces mots, crier sans son, muette soudain. Par un de ces mystérieux reflux de mémoire, me revient une autre expérience de dilatation de l'espace. J'ai très peu d'années et souvent ma mère m'emmène voir les animaux au bois de la bâtie. Les petites chèvres, les biches, les cygnes. Elle est assise sur un banc et je rassemble mon courage pour m'approcher des canards, ce qui signifie m'éloigner d'elle. À chaque pas, je me retourne pour m'assurer qu'elle est là et quand enfin j'atteins le grillage derrière lequel barbotent mandarins et sarcelles, je leur lance vite mes quelques miettes avant de la rejoindre en courant, effrayée et fière et grisée par l'exploit. Une vingtaine d'années plus tard, de retour au bois de la bâtie pour promener mon chien, je tombe sur le parc aux biches, le mât au canard, le banc où s'asseyait ma mère les après-midi de beau temps. Mais est-ce possible? Au téléphone, je l'interroge et elle me le confirme en riant. Du banc au canard, il y avait à peine 5 mètres. Puis après, c'est sur un autre banc qu'elle passera des heures, au fond de la classe de maternelle où elle vient de m'inscrire, car je me mets dans un état épouvantable dès qu'elle tente de quitter la pièce. À 4 ans, comme aujourd'hui, la même terreur à l'idée qu'elle m'abandonne. Ainsi, quoi qu'on fasse, on reste une petite fille toute sa vie. Il est encore trop tôt pour que je le comprenne, mais c'est précisément de cela qu'il s'agit quand on perd sa mère.
un brutal retour à l'état d'enfant. Oui, alors, une fois de plus, c'est un passage qui recoupe au fond tout le livre, parce qu'on retrouve pratiquement tous les éléments du livre. Il y a la mémoire, la peur de l'abandon, la panique dont tu parlais tout à l'heure, et puis l'enfance. Tu peux nous dire un peu plus? Oui, on se sent au fond à jamais un enfant, quoi, un enfant perdu, un enfant orphelin, à la mort de sa mère, ouais. Enfin, je sais pas, je peux parler que pour moi. Peut-être que je suis pas normale, mais enfin, c'était ce que j'ai ressenti. Et effectivement, une très grande peur, une panique surtout en tout premier, ce qui m'avait choquée en fait. Mais ça a duré longtemps. Je pense qu'enfin, en tout cas moi, ça m'a mis dans une espèce d'état proche de la folie par moment. Parce que là, cette dilatation de l'espace, j'avais l'impression d'être dingue, comme si j'avais pris, je sais pas, du LSD, un truc, tout était bizarre. Je reconnaissais plus le monde en fait. Et la seule personne qui aurait pu me consoler, c'était elle. Donc j'avais tout le temps ce réflexe absurde, je voulais prendre mon téléphone pour l'appeler, pour lui dire maman, au secours, maman est morte. Et c'était vraiment la seule chose qui aurait pu me consoler, c'était ça. Mais... Voilà. Alors peut-être que voilà, je saurais peut-être avec les retours de lecteurs que je reçois. Pour certains, c'est peut-être. Tu as reçu beaucoup de retours de lecture, Oui, de beaucoup, correspondance, oui. ouais. Oui, beaucoup. Et bon, j'imagine que ce sont des gens qui se sont reconnus dans ton livre. Oui. C'est ça. Oui. C'est-à-dire qu'au fond, on part du singulier pour arriver à l'universel. C'est ça qui est assez fort dans ce livre. C'est pas le portrait d'une mère en général, mais c'est bon, le portrait presque d'une mère universelle, quoi. Oui. Qu'est-ce qu'ils disent ces gens dans leurs lettres? Oh là là, beaucoup de choses. Bon, ceux qui m'écrivent sont ceux qui ont aimé le livre. Les autres, je les entends pas, donc je peux pas dire. Oui, c'est des gens qui ne connaissent pas. Ouais. Non, voilà. Mais j'étais étonnée, je pensais que j'allais avoir que du courrier de personnes, dans mon cas, qui avaient perdu leur mère récemment. Mais en fait, il y a aussi des gens qui m'écrivent pour me dire j'ai encore ma mère et elle me casse les pieds, mais du coup, je l'aime plus maintenant qu'il est lu. Je vais en profiter, j'en prendre soin. Ça m'a étonnée. Oui, donc c'est un côté prophylactique. Là, Voilà. J'ai aussi une toute jeune fille qui m'a écrit qui a des enfants petits et qui m'a dit que ça la faisait réfléchir à ce qu'elle allait laisser comme souvenir à ses enfants. Elle n'avait jamais pensé à ça avant, enfin moi non plus. Et que du coup, pour elle, c'était précieux de se dire voilà, il fallait réfléchir à ça. Donc c'est très différent en fait, et autant qu'il y a de différentes relations entre les mères et les filles ou les fils. Oui, ce qui est intéressant dans le passage aussi, c'est que ça part d'une considération un peu théorique, la dilatation de l'espace, etc. Et puis bon, ensuite le bois de la bâtie, c'est-à-dire un souvenir très matériel, très pratique, très... Oui, scientifiquement prouvé de Ouais. dilatation de l'espace. Moi, j'allais au bois de la bâtie tous les jeudis, hein, Ah oui. avec ma mère qui traînait sa poussette avec mon frère aussi d'habitude. On habitait de l'autre côté du pont, donc c'était la promenade habituelle. Donc le parc aux biches, les canards. Le banc, Je ça connais. derrière. J'ai jamais eu cette panique que tu décris, mais je connais tout à fait les lieux. Alors les lieux, on les connaît par cœur. Et d'ailleurs, j'y suis allé avec mes filles aussi après. Donc c'est une promenade tout à fait habituelle. Comment est-ce qu'on passe justement, comment est-ce que viennent à la mémoire ces souvenirs comme celui du bois de la bâtie? Ben ça c'est le mystère de l'écriture, je trouve. On commence à écrire sur quelque chose de tout petit, justement un objet ou un souvenir, et puis il y a des choses enfouies, complètement oubliées qui remontent à la surface. Et c'est ça qui était en fait à la base du livre. Chaque fois c'était des surprises, je ne m'attendais pas. En commençant à écrire sur un compotier ou sur un fouet, il y avait autant de choses qui remontaient. Au fond, ça vient de... Oui, bon, là tu parles du portable, de la communication qui est coupée, etc. Oui. Et puis ensuite, le souvenir, ça attire les souvenirs d'une certaine manière. Oui, exactement. Mais c'est assez mystérieux. Je n'arrive pas très bien à comprendre. C'est comme si le livre s'était écrit malgré moi, en fait. Tu as mis longtemps à écrire le livre, c'est ça, hein? Oui. Très long, 7 ans, oui. Ouais, 7 ans, ouais, c'est quand même assez long. Ouais. Et donc, tu as laissé les choses venir lentement à la mémoire, quoi, d'une certaine manière.
Non, ça venait assez vite, mais il fallait juste s'y mettre, commencer à écrire. Et puis leur donner forme, c'est ça? Ouais. Oui, Ouais. exactement. Bah, on va écouter le troisième extrait de Vincent. Hein. Des lettres. Quand elle arrive à Genève pour apprendre le français, elle est loin d'imaginer qu'elle y restera. Elle est jeune fille au père chez les B, un couple de médecins adorables, ophtalmologues, je crois, résidant au chemin du Pré de l'Ours. Elle a 21 ans et fuit un chagrin, un grand amour malheureux, un homme marié, je ne sais pas plus. Pourquoi me vient la vision d'une portière qu'elle ouvre dans une ruelle silencieuse et pleine d'arbres, et cet homme au volant d'une voiture blanche, rencontre clandestine. Elle a dû me raconter quelque chose. Pour se faire un peu d'argent de poche, elle punait sur le panneau d'affichage de l'université une petite annonce proposant des cours privés d'allemand. C'est ainsi qu'elle rencontrera mon père. La légende dit, en tout cas je l'ai toujours cru, qu'ils n'avaient alors aucune langue en commun, à part celle de l'amour. Mais voilà que je découvre serrées par un ruban de velours des dizaines de cartes postales et de lettres rédigées dans un français presque parfait. « Chérie », écrit mon père sur du papier fin comme le ciel, « merci pour les éricas, elles sont aussi belles et douces que toi. » Il lui parle des préparatifs du mariage, des alliances, d'un costume bleu, d'une demande de visa, des amis qu'il retrouve le soir. Puis il n'y a plus de lettres, car les voilà réunis, mari et femme, dans la petite chapelle de Maria Frieden, en route pour l'Italie, pour la vie, pour la naissance de leur premier enfant qui, aujourd'hui, tente de se souvenir. Alors on va enchaîner sur ce passage, très beau passage je trouve de là. Des lettres que tu as retrouvées, c'est ça? Oui, tout à fait, oui. Alors que tu pensais qu'ils s'étaient pratiquement jamais écrits et qu'ils ne parlaient pas la même langue, etc. Oui. Alors, c'est intéressant parce que ce livre, évidemment, parle beaucoup de ta mère. Hein. C'est le centre du livre, c'est le foyer du livre. Mais il n'y a pas que ta mère. Au fond, il y a quand même un personnage, justement, qui est important, qui est ton père. Oui. Et puis, un frère, une sœur aussi, hein, Oui. dont j'aimerais que tu nous parles. Ton père, d'abord. Oui, donc mon père, ma mère l'a rencontré donc, comme dans l'extrait. Il a répondu à sa petite annonce de cours d'allemand. Mon père parlait, je crois, 8 langues à l'époque, mais il ne parlait pas l'allemand. Donc voilà, il s'est dit pourquoi pas. Et il a rencontré ma mère. Bon, ensuite, préciser que mon père était indien, de Goa, et qu'il avait 20 ans de plus que ma mère. Donc je me suis toujours demandé la tête qu'avait fait ma grand-mère quand elle est rentrée. Qui je pars quelques mois à apprendre le français avec un monsieur de 20 ans de plus âgé qu'elle allait épouser. Et puis je pense qu'elle était déjà enceinte aussi, à peu près. Enfin bref. Elle avait tout pour le... Elle avait tout. Bon, les lettres m'ont aussi permis de découvrir, enfin c'est pas une découverte, mais qu'en fait, quand j'étais adolescente, on a ces moments de questions, etc. Puis je me suis dit, ah, peut-être qu'ils ont été obligés de se marier parce que j'étais là, ou des choses comme ça. Mais en fait, j'ai vu dans les lettres qu'ils étaient très 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 amoureux. J'aurais bien aimé lire ces lettres avant. Je les ai trouvées seulement là, par hasard, on les avait précieusement gardées. Et donc, visiblement, mon père parlait assez bien le français, quoi, que je pensais que non, ma mère, je pense moins, mais ils se sont débrouillés. Oui, c'est un homme qui t'a fait beaucoup voyager, semble-t-il. Hein? Oui, et mon père travaillait, il était fonctionnaire international au BIT, donc bien sûr, on retournait en Inde régulièrement pour la famille. Et puis ensuite, il a été muté au Liban, donc on a passé 4 ans au Liban. Oui, Ribeiro, c'est un nom indien, finalement. C'est un nom de Goa, en fait. Ouais. C'est un nom portugais, parce qu'il y a eu des colonies portugaises pendant longtemps là-bas. D'accord. Donc les gens ont tous des noms portugais à Goa. Donc, voilà.
Parce que tu parles dans le livre d'une multitude de pays différents, le Liban, où tu as passé au fond une partie de ton enfance, quoi. Oui, tout à fait. Et puis à part, bon, ton père a vécu plus longtemps, hein, c'est ça, hein? Oui, bizarrement, parce qu'avec leur grande différence d'âge, moi j'ai toujours eu peur que mon père meure, évidemment, mais en plus de ça, je savais que ça allait se passer pas dans cet ordre-là. Et puis en fait, voilà, il a vécu bien plus longtemps que ma mère, il a presque atteint les 100 ans. C'est curieux la vie. Et puis, bon, tu parles des enfants, du premier enfant qui est déjà... ah oui, puis avant, il y a le mariage. Alors, il faut que tu nous racontes ce mariage, parce que c'est quand même... Qu'est-ce que y est-il? c'est quand même quelque chose d'assez étonnant. Hein. Pourquoi étonnant? Non, parce que le cadre, je veux dire, bon, pour moi, c'est assez étonnant, mais tu vas nous raconter mieux que je peux le faire. Ouais. Oui, enfin, j'y étais, mais je m'en souviens pas très bien. Oui, c'est au Grison, c'est... Non, c'est en Allemagne. Oui, en Allemagne. C'est en Allemagne, dans la forêt noire, dans une petite chapelle qui est perchée toute seule au sommet d'une colline, comme ça. Et donc, il y avait très peu de monde. Ma mère avait perdu son père peu de temps avant, donc elle était en deuil. Donc, elle n'avait pas une grande robe, ni rien du tout. Elle avait juste une veste un peu qui cachait ma présence. Et ma grand-mère était en deuil, évidemment, donc c'était un petit mariage assez intime avec juste les meilleurs amis de mon père qui étaient ses témoins, qui était aussi un Indien qui avait épousé une Suisse allemande, étrangement. Et puis voilà, de ce que je m'en souviens. Oui, c'est une chapelle d'alpage, quoi, hein, pratiquement. Oui, si on peut, ouais. Ouais. Ils sont obligés de laisser les véhicules Oui, plus bas. monter à pied. Oui, il y a une longue procession pour monter jusqu'à la chapelle, c'est ça. Ouais. Oui. Et puis, comme je disais tout à l'heure, il y a ton père, mais il y a ton frère aussi, ta sœur, alors. Oui. Oui. Je ne sais pas s'il faut en parler ou si ça se découvre au fil du livre. Oui, de toute manière, bon, on le découvre dans le livre, Oui. mais tu peux nous en dire un peu plus, parce que bon, c'est le portrait vraiment d'une fille, parfois on dirait presque que c'est une fille unique, parce que vraiment, je veux dire, l'attachement à la mère est vraiment profond, mais il y a aussi évidemment ton frère et ta sœur qui sont là tout le temps. Hein. Oui, c'est-à-dire au début, je voulais parler qu'en mon nom, parce que je ne peux pas parler au nom d'autres personnes. Ensuite, mon frère et ma soeur, j'en ai parlé parce qu'ils sont décédés tous les deux très jeunes. Et j'avais pas du tout envie d'affronter cette partie-là de ma vie qui était très difficile aussi. Mais ça faisait tellement partie de ma mère, enfin, elle était la personne qu'elle était devenue après ces deux deuils insurmontables. Déjà, perdre un enfant, c'est déjà horrible, mais en perdre deux, pas ensemble, un après l'autre. Voilà, ça a donné la personne qu'elle était, à la fois brisée et résiliente, et très forte. Oui, c'est ça qui est assez fort, je trouve, dans le portrait aussi de ta mère, c'est que bon, c'est une personne qui a vécu des drames, au fond, et qui, bon, tu traces un portrait presque lumineux de ta mère. C'était une joyeuse femme triste, en fait. Un drôle de mélange. Ce côté, en allemand, on appelle ça Stehaufmännchen. C'est ces sortes de petites poupées qui sont rondes en dessous et qu'on ne peut pas bouger, qui se relèvent tout le temps. Et elle se servait souvent de cette expression-là, et je pense que c'est quelque chose qu'elle m'a transmis, quoi. Toujours se relever, même si ça ne paraît pas possible. Mais, voilà. Parce qu'elle est, mettons, éclatante de vie, je dirais, presque tout le temps, alors que bon, il y a toujours cet arrière-fond dramatique, je dirais, malgré tout, hein, malgré cette joie, mettons, qu'elle exprime presque tous les jours. Hein. Mais après, je pense que ça a aussi créé un lien un peu malsain, c'est pas le mot, mais un peu spécial entre elle et moi, parce que moi, je voulais qu'elle reste en vie, donc elle était obligée de rester en vie pour moi, et puis moi, mon but, c'était de la maintenir en vie. Donc on avait un espèce de truc comme ça, on était deux tuteurs à se garder debout. Je pense que si j'avais eu pas autant besoin d'elle, elle aurait peut-être plus tant que ça à la vie, peut-être, après tous ces drames. Mais je n'arrêtais pas de lui répéter, oh, je suis encore petite, faut que tu vives au moins 120 ans, donc elle disait d'accord. Et je devais un peu l'encombrer avec mon besoin
d'avoir une maman tout le temps. Oui, vous aviez des rapports très fréquents comme ça. Vous Oui, téléphoniez on tous était les très jours proches. presque. Oui. Très fusionnel. Oui. Ouais. Umberto Eco a écrit un vertige de la liste. Je ne sais pas si vous connaissez, mais Non. est-ce qu'il y a. On arrive à une fin, au bout d'un moment, il y a assez d'objets, ou il y a des objets qui deviennent plus importants. À quel moment ça s'arrête, cette liste de tous ces objets Les touchés, objets donnés par la Bah, main? une fois qu'on les a tous. Tous, carrément tous. Oui. 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 Ah oui. Ah oui, oui, parce qu'il fallait que ce soit exhaustif. D'accord. Oui, tous. Alors ils ne sont pas tous dans le livre, hein, Non, parce qu'il y en avait beaucoup. Ma mère aimait beaucoup le marché aux puces, donc elle achetait beaucoup d'objets qu'elle était ravie de m'apporter, donc j'en ai vraiment beaucoup. est-ce que certains de ces objets ont perdu de la signification ou ont changé de signification? Je crois pas, non. Non. Mais par contre, il y a des objets qui peut-être avant n'avaient pas de valeur et maintenant en ont, ou pour lesquels j'ai une sorte de responsabilité de devoir les garder parce qu'elle n'est plus là, ou bien que moi je ne sais pas quoi en faire. Oui. Dans ce Mais par sens-là. exemple, un bijou, quand il est porté, il est magnifique, mais qui était un écrin dans une boîte. Oui, mais il faut le porter. Oui, mais c'est quand même difficile de porter les bijoux de sa mère, non? Oui. Mais par exemple, je sais pas, elle collectionnait les trèfles à 4 feuilles. Alors ils étaient dans des petits cadres en bois comme ça, avec chaque fois la date où elle l'avait cueilli. Et il y en a, je sais pas, des dizaines de ces petits cadres, elle les avait dans sa cuisine. Je ne peux pas jeter ça, qu'est-ce que je peux faire avec? Je ne peux pas le mettre non plus au centre social protestant. Et puis je ne voulais pas le mettre sur mes murs non plus, il y a des choses comme ça. Donc on ne sait pas quoi faire, parce que c'est voilà, imprégné de choses précieuses, et puis je m'en sens responsable. Et une fois l'écriture réalisée, est-ce que on atteint peut-être une plus grande légèreté, ou bien ça a eu un effet, l'écriture de tout ça? Oui, enfin, oui et non. Oui, c'est une sorte d'apaisement, de savoir que ça va plus s'évaporer, que je n'ai pas oublié les choses, elles sont là, elles sont imprimées. Donc quelque part, ma mère est immortelle, on guillemets. Enfin, si j'oublie, je peux lire le livre. Mais après, par contre, quand le livre est sorti, j'ai eu un contre-coup un peu bizarre où je me suis dit, ah ça y est, ben, j'ai fait tout ce travail, j'ai écrit le livre, j'ai trouvé un éditeur, en toute attente. Le livre est paru, et puis elle ne revient toujours pas. Donc, comme s'il fallait que je fasse tout ça, puis qu'elle allait apparaître comme ça. Donc, voilà, il y a un peu des deux. Est-ce que tu as des projets en cours, un livre en chantier, quelque chose qui va... Parce que là, les deux livres sont très différents, hein, donc on attend le troisième qui va être aussi différent des deux premiers. Et tu peux nous en parler un peu, même si c'est difficile de parler des projets comme ça. Non, pas vraiment, j'en ai plusieurs un peu en même temps sur le feu, mais je ne sais pas encore lequel prendra le dessus et deviendra celui que je dois terminer en premier. C'est un peu compliqué après ce livre-là de passer à autre chose, un roman plus classique. Je pourrais faire un tome 2, un tome 3, mais je crois que ça suffit. Hein. Ouais. Non, c'est un... bon, j'ai vu la collection là, à Arléa, c'est vrai que c'est un thème qui est particulier par rapport aussi aux autres livres, Oui, tout à fait. mais qui a touché quand même la directrice littéraire ou la responsable de l'édition. Parce qu'il y a quand même quelque chose, comme je disais tout à l'heure, à partir d'un portrait singulier, bon, d'arriver à quelque chose d'assez universel au fond. On retrouve... il y a un chapitre aussi qui m'a... Bon, il y a plusieurs chapitres qui reviennent avec le même intitulé, mettons ce qu'elle aimait. Alors il y a les chansons, il y a aussi les parfums. Hein. Oui. Tu énumères au fond tous les parfums Tous les parfums qu'elle a portés, oui. qu'elle a portés. Oui. Et bon, ça fait partie de cette évocation sensuelle, je dirais. C'est par les sens qu'on retrouve, qu'on reconstitue la figure absente. Tu peux nous parler de ces parfums? Il y en a beaucoup, il me semble, non? Pas tant que ça. Pas tant que ça. Il y a surtout Chanel 5 qui a duré très longtemps. C'est des grosses bouteilles, non? Pas sûr. Mais il y avait aussi les listes
de ce qu'elle aimait, justement. Il y en a plusieurs. Oui, il m'a semblé que souvent, quand on met même en vrac les choses qu'aimait une personne, et ça là, comme ça hétéroclite, ça en dit beaucoup plus que les chapitres de 20 pages. Je crois que ça dresse une sorte de portrait comme ça, un peu poétique d'une personne. Mhm, mhm. Alors, bon, là, en guise de conclusion, je dois dire que c'est un livre qui est paru l'année dernière là, en France, un livre tout à fait particulier et remarquable, hein, que moi j'ai beaucoup aimé. En tout cas, bon, je n'ai pas besoin de le dire encore une fois, parce que je pense que ça s'est senti. Hein. Un livre très, très personnel qui touche l'intime, véritablement. Un livre autobiographique, un livre riche en saveurs, en couleurs, en odeurs, en parfums, justement, hein, que je vous conseillerais en tout cas d'acquérir le plus vite possible, et en particulier là, chez notre amie Claire. Mais voilà, j'espère que on attend le prochain, au fond, avec certaine impatience. J'essaierai de faire moins de 7 ans pour le prochain. Il y a combien de temps entre le premier et le deuxième? 7 ans. 7 ans, hein. Oui. 7 ans de réflexion, ouais, Voilà. voilà. Et donc, bon, ça fait 2030 alors. Oui, ouais, je vais essayer de faire plus. Voilà, bah, je te remercie d'avoir répondu à ces questions. Et puis, je vous remercie de votre attention, de votre présence. Et puis, je rappelle la présence aussi de Claire, la libraire, là-bas. Est-ce qu'il y a des gens Du de chapeau. questions? Oui. Moi, j'ai une question. Oui. C'est un problème chronologique de ce que Ouais. vous racontez. Parce que vous dites que vous l'avez perdu à 5 ans et vous parlez de votre portable. Alors là, ça m'interroge, ça m'interpelle. Ah non, non, je disais que moi j'ai eu l'impression d'avoir 5 ans quand je l'ai perdu. Ah Non, non, c'est pas, non. pas ce que j'ai Oui, compris. oui, non, non. Donc c'est beaucoup plus récent. C'était Bon, à oui, partir c'était de il y a là, 10 ans, j'avais pas 5 ans. Bon, j'ai mis 10 ans à composer le livre. Je me suis dit, vous allez lire très jeune, mais enfin, vous n'avez pas 15 ans. Non, elle a son empire. Non, c'est ça, c'était une image, voilà. C'est une image. Oui. Vous pouvez dire à quel âge vous l'avez perdu? Non. Non, Parce que je sais pas quel âge j'ai. J'ai plus que 15 ans. Non, mais c'est la particularité du livre. Tout d'un coup, c'est vrai qu'on est avec la petite fille, et puis tout à coup, c'est l'adulte qui est devant quelque chose, et puis ça lui fait penser à la petite fille qui, quoi, etc. Oui, mais c'est troublant d'être comme ça, tout à coup catapulté. J'avais souvent l'impression d'être comme dans Alice au Pays des Merveilles, quand elle mange le bout de champignon, puis elle rapetisse comme ça. Alors, je sais pas, ça me faisait cet effet-là. Faut se méfier des champignons. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, excusez-moi, j'ai complètement oublié les questions. Mais, Oui. il faut profiter de la présence de Ludivine Réclero pour poser des Est-ce que questions. votre mère vous parlait de son enfance allemande? Parce que Oui. vous vous souvenez de votre mère, mais on a l'impression que ça commence à votre naissance. Mais tout ce qui précède, est-ce qu'il y avait même des objets qui venaient de cette enfance? Et puis son rapport à sa grand-mère? Oui. Elle m'en parlait, oui. Justement, j'ai regretté de ne pas avoir tout noté parce que je ne pensais pas qu'elle allait mourir si jeune. Donc, je pensais qu'un jour elle allait me raconter tout ça et on n'a pas eu le temps. Donc j'ai essayé de mettre dans le livre le peu de souvenirs que j'avais de son enfance allemande. Et puis il y a aussi des objets qui lui venaient de ses parents ou de ses grands-parents qu'elle m'a transmis, que j'ai gardés. Et notamment, la chose la plus ancienne, ce sont des iris qui lui venaient de sa grand-mère, donc mon arrière-grand-mère. Une sorte d'iris qui n'existe plus, des tout petits iris comme ça qui sentent la prune. Et donc elle les avait rapportés d'Allemagne dans son jardin, et ensuite elle m'en a donné. Et ces iris, chaque printemps, là bientôt ils vont fleurir. Ils sont là, et ce sont les iris donc de mon arrière-grand-mère qui continue de vivre comme ça dans mon jardin. Donc oui, il y a quelques petits éléments comme ça. Il y a une chose que j'ai pas très bien compris, c'est est-ce que vous-même vous avez des enfants? Non. Ah, donc ma question tombe à l'eau. Désolée. Ça aurait été intéressant de voir comment votre relation à votre mère Oui, se reporte ou se reflète dans la suite. oui, tout à fait. Mais je pense que quelque part, il y a la difficulté aussi de perdre sa mère, elle est particulière quand on n'a pas d'enfant, je pense aussi. Ouais.
S'il y a d'autres questions. J'ai une question qui est liée au fait que votre père était de Goa. Oui, Et vous avez gardé des rapports avec Goa? Il y a de la famille là-bas? oui, Vous y allez? il y a encore de la famille, il y a encore Oui. la maison de famille. Oui, oui. Et oui, j'ai un oncle qui vit là-bas, qui s'en occupe. Je suis âgée, mais c'est toujours là-bas. Et plein de cousins, je crois la moitié de Goa sont mes cousins. Oui, parce que c'est quand même un lieu très particulier, et effectivement, le côté portugais est très très présent. Oui, c'est vrai. Très, très fort. Oui, c'est d'ailleurs curieux qu'ils ont cette nostalgie de Oui. ceux qui les ont colonisés. Quoi. Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai. Mon père, c'était sa langue maternelle, enfin obligé, mais le portugais. Et vous-même, vous parlez plusieurs langues comme votre père? Oui, mais moins que lui. Et pas le portugais. Vous parlez quelle langue avec vous? Mon père, le français. Mais avec ma mère, souvent, il parlait l'anglais pour qu'on ne comprenne pas. Puis après, on a commencé à comprendre l'anglais. Là, il se parlait des fois en espagnol, ou il trouvait rien qu'on ne comprenne pas. Mes grands-parents, qui étaient italiens, enfin, qui étaient, ils changeaient de langue quand ils voulaient s'insulter, mettons. Ils s'insultaient toujours en allemand. Et, C'est plus, oui. et quand ils se sont aperçus que moi je comprenais l'allemand aussi, parce que j'ai étudié l'allemand à l'école, ils ont arrêté de se disputer. en allemand. Se disputer. Ils ont arrêté de se disputer? Oui, non, ils se sont disputés, mais en italien. Ouais. Voilà. Pas les gros mots. Voilà. Ça. D'autres questions? Oui, C'est oui. pas une question, c'est une confirmation de ce que tu disais. Tu me demandais si c'était particulier à toi ou non. Par expérience, je peux confirmer qu'effectivement, une des choses que nous rappelle la mort de notre mère, plus largement de notre famille, c'est le fait que l'enfant en nous n'est pas mort. Et que cette mort réveille absolument l'enfant et qu'il y a effectivement une sensation de panique. Ah oui. Pas tout à fait comparable à celle enfant lorsqu'on ne trouve plus sa mère à côté de soi. Oui. C'est comparable à ça. Ah oui. Même si on a, je l'ai perdu tard, mais enfin, j'étais, comme leur mort était annoncée, puisqu'ils sont partis par exil, j'avais eu le temps de m'y accoutumer et de penser que j'étais parfaitement préparé Oui, à ça. enfin, oui. Et ce que j'ai oublié, ben voilà, c'est qu'il y a un enfant en nous qui n'est pas mort et qui se réveille brutalement et qui manifeste des choses qu'on n'attendait pas et qui nous surprennent. Ah, donc il y a 5 ans, donc c'est juste ça. Ouais. Très beau livre de Pierre Béguin. Oui. Vous ne saurez ni le jour ni l'heure, vous ne connaîtrez ni le jour ni l'heure. Mais c'est exactement ça. Ah oui. C'est l'enfant qui se Ça me réveille. rassure. Merci. La prochaine fois, c'est Olivier Mitchell. Je crois, oui. Deux mots pour nous titiller. Alors, pour vous titiller, le titre, c'est Une Lada bleue. C'est de Michael Perichou. Et le thème, alors ça va être un thème très contrasté par rapport à ce soir, c'est la guerre en Tchétchénie. Mais c'est une évocation très réaliste, donc très dure, mais que Michael Perichou fait avec énormément d'humanité. C'est en fait 3 jeunes femmes qui vivent à Grozny, et chaque fois qu'il y a un bombardement russe, elles se réfugient dans une vieille Lada bleue toute rouillée qui ne fonctionne plus, pour fuir dans l'imaginaire. Puis elles imaginent qu'elles partent loin avec cette vieille Lada bleue. Et un jour, et c'est là que le roman commence vraiment, elles réparent la Lada bleue et elles partent vraiment. C'est vraiment un livre magnifique. Michael Perichou est un très très bon écrivain. Il est de Genève d'ailleurs. Il a émigré à Fribourg. Et c'est une excellente idée. Et il a fondé une maison d'édition qui s'appelle Cousumouche, qui est aussi une maison d'édition très intéressante. Donc voilà, ça c'est le programme pour dans un mois.
Alors peut-être je pourrais juste préciser que c'est pas le deuxième mardi du mois comme d'habitude, puisque c'est des vacances de Pâques. Donc on se retrouve le 16 avril. Voilà, Donc c'est c'est le le 16 avril. troisième mardi du mois d'avril, donc avec Olivier et Michael Perruchou. Et j'aimerais aussi dire que cette semaine, c'est le Salon du Livre et que Olivier Betchen va présenter au Salon du Livre jeudi prochain sur la place suisse. Ouais, ce jeudi, après-demain. Ce jeudi, voilà, donc le 7. Le 7, Le absolument. Voilà, mars, à 17h, à la place suisse, tu vas nous présenter ton dernier polar. Voilà, c'est le nouveau polar, ça s'intitule La nuit montre le chemin. Alors comme ça, le titre n'est pas très gai. Éclairant. Donc venez pour en savoir plus, Voilà. bien entendu. Eh bien, merci beaucoup. Merci à Ludivine. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé. La présence de votre mère, elle est incroyable. C'est une mère que on aimerait avoir. Ou alors, peut-être, c'est la mère qu'on aimerait être pour nos enfants. Parce qu'il y a quelque chose de très, très beau, en tout cas, dans ce livre. Merci beaucoup.